Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invité nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Joya Kayaga, alias Joy Slam. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Bonjour Joy Slam, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis de vous recevoir à Bruxelles aujourd'hui. Bonjour, et le plaisir est partagé. Nous le sommes d'autant plus que vous nous avez permis avec beaucoup de générosité d'utiliser le tapis sonore de votre chanson magnifique June comme respiration musicale dans ce podcast. Avec plaisir. Poétesse des temps modernes, mère et artiste très engagée, vous êtes née en 1990 dans la province de Namur en Belgique, de parents d'origine italienne et burundaise. Passionnée par les mots, vous écrivez depuis votre plus jeune âge et suivez un cursus littéraire. À Bruxelles, vous découvrez le slam, un art qui vous offre la possibilité de partager vos textes sur scène. La reconnaissance arrive très rapidement. Vous recevez en 2013 le prix Parole urbaine de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous ouvrez le sommet de la francophonie en 2016 à Madagascar. Vous publiez un premier recueil de poèmes en 2015, L'arbre sans racines d'un pays sans soleil. Depuis, d'autres livres sont parus, dont le dernier, Insatiable. Un premier projet musical en duo, Asali, sera suivi de votre premier album solo, Tram 25, réalisé sous la direction artistique de Picho Wamba Konga. Vous vous produisez alors dans de nombreux festivals de musique et de poésie à travers le monde. Vous êtes une artiste multifacette, mêlant chant, slam et rap sur des compositions musicales éclectiques. Votre second album, L'art de la joie, est une ode à la femme libre et humaniste. Son titre s'inspire du roman éponyme de l'écrivaine italienne Goliarda Sapienza. En 2020, à tout juste 30 ans, vous prenez la décision de retourner vivre en famille au Burundi, dans le pays de votre grand-père maternel. Vous continuez à y développer des activités artistiques à vocation sociale, notamment des ateliers d'écriture et des activités de préservation de la forêt. Animé d'une énergie solaire, vous livrez sous votre plume acérée des bouquets de colère, de joie et d'idées qui nous questionnent, nous bousculent et nous mettent en mouvement joyeusement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à cette bio Non, express? c'est un bon résumé. C'est toujours un peu bizarre de voir 10 ans de vie résumés comme ça, mais je pense que l'essentiel est là. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter Kenny Arcana et Leonora Miano, 2 artistes qui manient elles aussi les mots avec brio pour passer des messages puissants et qui ont en commun le fait d'avoir été sauvés par les mots. Kenny Arcana, née Cécile Montero, est une rappeuse et militante engagée. Née en 1982, elle grandit à Marseille où, suite à de nombreuses fugues, elle est placée en foyer à seulement 11 ans. À l'adolescence, Kenny Arcana se passionne pour la culture hip-hop, inspirée par des artistes tels que KRS-One et Public Enemy. Elle écrit ses premiers textes à 12 ans et se produit en public très tôt, notamment dans le cadre d'ateliers pour jeunes. Elle développe rapidement son propre style de rap, combinant des paroles poignantes et des rythmes entraînants pour exprimer sa vision du monde et ses préoccupations sociales. Elle utilise sa voix pour dénoncer les inégalités et appeler à la prise de conscience et à l'action. Elle s'appuie pour cela, entre autres, sur ses expériences en Argentine, pays dont est originaire son père et où elle retourne jeune adulte. Elle y sera profondément marquée et inspirée par l'auto-organisation des luttes populaires, sans coordination ni instrumentalisation politique. D'ailleurs, Kenny Arcana ne négocie pas ses convictions contre un succès commercial. Elle refuse de se plier aux règles du milieu musical et défend contre vent et marée sa capacité à exprimer une parole juste, lorsque, selon ses dires, le cœur, le mot et l'esprit ne font qu'un. Son premier album, Entre ciment et belle étoile, sort en 2006 et la propulse sur le devant de la scène. Elle assure des dizaines de featuring, des centaines de concerts, toujours avec la rage du peuple dans ses bagages.
Son dernier album, Avant l'Exode, est sorti en 2021. Très attachée à Marseille, son port d'attache en Europe, Kenny Arcana utilise sa notoriété pour sensibiliser aux problèmes sociaux et encourager l'action citoyenne. Elle participe à des manifestations, donne des conférences et soutient les initiatives locales en faveur du changement. Alors Joyce Lam, pourquoi avoir choisi de nous présenter Kenny Arcana ? C'est une artiste que j'aime énormément, qui m'a accompagnée depuis l'adolescence. Et je trouve une figure très très atypique dans le milieu musical. Elle n'a pas du tout une visibilité comme on a tendance à nous faire croire qu'on peut pas être artiste sans faire de la publicité, rentrer dans certains formats, dans certains moules. Et elle est restée totalement extérieure à ça. Elle sort un album quand ça lui chante. Parfois elle disparaît pendant plusieurs années. On n'entend plus parler d'elle. Et puis elle revient avec de nouvelles choses. Et donc voilà, moi c'est une femme qui ne s'est jamais décrite comme féministe, qui n'a jamais revendiqué ça dans son travail et que pourtant, moi, je considère comme une figure féministe dans le simple fait que là où elle se trouve, il n'y avait pas de femmes avant elle et qu'elle a vraiment ouvert une voie pour beaucoup de femmes. Et à l'heure où le hip-hop est devenu quand même très commercial, très marketing, elle a toujours gardé vraiment cette essence-là du hip-hop qui vient d'abord de la rue et qui est vraiment une voix et une parole de la rue. Et c'est adolescente, elle a vécu dans la rue, elle a eu un parcours de vie qui est vraiment très très compliqué et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et que j'essaye aussi de travailler beaucoup dans mes ateliers, c'est que les personnes puissent prendre la parole par elles-mêmes et qu'on soit pas toujours en train de raconter à leur place, mais plutôt de vraiment leur donner les outils pour qu'ils racontent eux-mêmes leur vécu, leurs revendications, leurs combats, leurs difficultés. J'ai tendance à dire que Kenny Arcana, c'est quelqu'un que normalement on n'aurait pas dû entendre parce que quand on voit son parcours de vie, le foyer, la rue, la révolte qu'il anime, il y a, je pense, il y a beaucoup de gens qui passent par tout ça et au final dont la voix disparaît complètement et qu'on n'entend pas. Et elle, comme on l'a dit, ça l'a sauvée en fait de le rap, de mettre des mots sur tout ça. Et elle a inspiré, je pense, beaucoup de femmes dans le milieu du hip-hop. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'une jeune femme comme elle a pu débuter grâce à des ateliers que vous animez vous aussi ? C'est vraiment quelque chose de magique à chaque fois. Pour moi, venir dans des ateliers et leur dire, c'est mon métier, voilà ce que j'en fais, voilà toutes les directions dans lesquelles ça m'a emmené, etc. Je sais que c'est vraiment une source d'inspiration et il y en a plein que je vois évoluer, gagner des concours, prendre vraiment leur place dans le milieu et c'est hyper touchant. Et il y a vraiment cette position de la maman, la grande sœur. Et donc, c'est vraiment chouette d'avoir cette position parce que moi, quand j'ai commencé le slam, on était très 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 peu de femmes et vraiment on s'est posé la question de se dire mais comment ça se fait que les femmes écrivent autant et que dès qu'on passe à la scène on les retrouve plus, à quel moment on les perd, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a vraiment cette peur du jugement que de toute façon on expérimente soi-même en tant que femme. Et donc on a mis en place beaucoup d'ateliers uniquement entre femmes pour vraiment se coacher, s'encourager, être dans une atmosphère aussi safe où on se sent en sécurité pour exprimer certaines choses. Moi, je me prends des claques encore très, très régulièrement où j'assiste à des scènes et où je me dis, waouh, ça, j'avais jamais entendu une femme me parler de ça. Et à chaque fois, je me dis, mais quelle chance et quel cadeau elles nous font. Moi-même, j'ai appris beaucoup en atelier, je donne des ateliers et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est indissociable du milieu du slam. C'est vraiment cette notion de transmission et d'apprentissage permanent, ouais. Alors, on l'a entendu dire dans une interview, je ne sais pas comment font les gens pour vivre sans écrire des chansons, sans écrire des textes. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, tout à fait. Et c'est drôle, je connaissais pas cette phrase d'elle, mais c'est quelque chose que je me dis très souvent. J'ai vraiment l'impression que je deviendrais folle, en fait, si j'écrivais pas. Je pense que je serais parfois dans l'autodestruction ou dans des mécanismes qui peuvent être vraiment même dangereux parce que j'ai tellement de choses qui bouillonnent en moi et le seul moyen que j'ai trouvé de
d'aller mieux et de les mettre un peu à distance, c'est l'écriture. Il y a vraiment des textes où on a l'impression qu'à chaque fois qu'on les dit, c'est comme si on laissait partir quelque chose et comme si ça devenait un peu moins dur, un peu plus léger. Donc oui, je suis 100% d'accord avec avec cette phrase, et je pense que même si on n'a pas l'ambition de devenir slammer, écrivain, rappeur, etc., ça c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique, de juste parfois prendre le temps de poser sur le papier ou de mettre des mots sur les choses qu'on ressent. Et c'est pour ça aussi du coup que je fais beaucoup d'ateliers avec les jeunes, parce que je pense que on valorise très peu ce que eux ils ont à dire, et là c'est vraiment pour moi c'est vraiment mon rôle quand j'arrive dans une école. Mais alors du coup, Kenny Arcana parle de la parole vraie, celle qui vient et qui fait l'unité entre le cœur, le mot et l'esprit, comme elle le dit. Mais comment on fait quand ça part de l'intérieur et de la colère? Comment on fait pour trouver sa parole vraie? Parce qu'après, elle est transmise, celle-ci, Oui. et qu'on en a une responsabilité. Ouais, j'ai l'impression que l'écriture, c'est la phase où je me permets de me libérer de tout, et que ce soit pas forcément juste, pas forcément vrai, pas forcément... voilà, il y a des choses que j'écris, et puis si je les relis une semaine, un mois, un an plus tard, je me dis, mon Dieu, mais comment j'ai pu écrire un truc pareil? Donc pour moi, il y a la phase de libération dans l'écriture où je me permets tout. Et puis après, il y a, comme vous le dites, la responsabilité, et de se dire, OK, qu'est-ce que je vais partager? Et là où on se pose vraiment la question, en fait, un texte qu'on va partager, ça prend du temps à travailler, à retravailler, à mémoriser. Je me pose la question de, est-ce que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai encore envie de porter cette émotion-là, ce texte-là, cette colère-là? Et du coup, ça aide à faire le tri. Qu'est-ce que je vais porter à travers le temps, et qui va pas s'essouffler, ou avec lequel je vais pas me sentir en décalage par après. Et voilà. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'avoir autant de femmes dans le slam? Moi, je trouve que du coup, les textes sont beaucoup plus surprenants, que ce soit une femme qui vienne parler du foulard qu'elle porte, ou parler de l'inceste qu'elle a subi, ou enfin ça peut partir dans plein de directions. Mais j'ai vraiment des moments où je me dis waouh, j'ai jamais entendu ce degré de sincérité, d'authenticité dans des choses qui touchent typiquement les femmes, les questions liées à la maternité. Et du coup, je trouve ça vraiment fort, parce que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans la société. Et il peut y avoir des choses même qui sont dures à entendre, mais du coup qui sont tellement puissantes et tellement fortes. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment fort en général, c'est que les femmes vont creuser très très loin, profondément. C'est vraiment comme thérapeutique, quoi. Et donc c'est pas juste une façade, une image qu'on se donne d'être tel type de personne et de revendiquer ça dans ses textes. Et vraiment, moi, c'est ça que je trouve bouleversant. Et je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a autant de femmes maintenant, ouais, sur la scène. Et comment vous faites justement? Vous disiez que vous écrivez énormément pour trouver le bon endroit finalement entre votre expérience singulière et ce qui touche finalement à l'universel, qui va pouvoir toucher les personnes de votre public. C'est pas facile, on n'est jamais sûr. On n'est jamais vraiment sûr. Quand j'ai commencé, une réflexion qui m'a beaucoup aidée, c'est Rosa, qui travaille pour les arts urbains. Donc j'ai gagné le prix Parole urbaine alors que je venais de commencer le slam. C'était la première fois que j'étudiais des textes par cœur, et j'avais vraiment aucune assurance par rapport à ce que je faisais. Le fait de gagner le prix, c'était la première fois où je me disais waouh, en fait mes textes intéressent des gens, ont peut-être quand même une qualité. Je m'étais jamais fait cette réflexion-là, et c'est pour ça je pense que les prix et ce genre de reconnaissance, c'est très très important dans une carrière, et surtout pour les jeunes. Et elle m'avait dit, apporte de la matière, apporte des textes, et on va travailler un peu ensemble. Et il y a un texte où je lui dis, ah oui, celui-là, je l'ai écrit, mais je le ferai jamais sur scène, parce que c'est intime, c'est personnel, ça raconte l'histoire de mes grands-parents, de mes parents. Je vois pas comment des gens, ça pourrait toucher qui que ce soit. Et je lui ai fait ce texte qui s'appelle Années 60, et elle m'a dit, mais t'es obligée de faire ce texte-là sur scène, en fait, parce que tu te rends pas compte que au plus tu vas dans l'intime, au plus tu es dans l'universel, et au plus tu vas dans des... Et moi je me disais, mais c'est l'histoire de ma famille italienne, burundaise, tous ces trucs qui se mélangent et tout qui va. Et en fait c'est un texte que je partage encore aujourd'hui sur scène, et que j'ai fait, ça doit être un de ceux que j'ai le plus fait sur scène, et parce que les retours ont toujours été très très touchants, et c'est un texte qui touche vraiment les gens, qui les ramène à
Ce sentiment aussi de pas se sentir appartenir à un endroit, à un pays. Au final, il y a plein de gens qui ressentent ça. Je pense qu'on a toujours tendance à sous-estimer le public et à se dire non mais les gens vont pas comprendre, les gens peuvent pas. Et on est très étonné des réactions. Et donc j'ai toujours gardé cette réflexion de Rosa, de se dire au plus on va dans le personnel et dans l'intime, au plus au final on est dans l'universel. Et au contraire, quand on essaye de faire des choses universelles, ça devient très vite bateau ou des choses déjà entendues qui sont pas spécialement originales, des messages voilà qui sont moins profonds en fait. Donc je pense que c'est une erreur de vouloir être universel et que c'est au contraire quand on va vraiment dans le personnel qu'on y arrive. Et cette scène musicale au féminin, selon vous, avec des personnalités comme Kenny Arcana, comme vous-même, ça change quoi, à votre avis, pour un public jeune, qu'il soit d'ailleurs composé de garçons ou de filles ? Ça autorise déjà tout simplement parce que moi je serais pas montée sur scène si j'avais pas connu des artistes comme Kenny Arcana et ce rôle qu'elles ont eu pour moi, je sais que je l'ai pour d'autres ou d'autres me disent en fait moi j'écris depuis des années et c'est quand je t'ai vu sur la scène que je me suis dit oh mais en fait moi aussi je pourrais monter sur la scène. Et donc en tant que femme on a toujours besoin de voir une femme quelque part pour se dire ah mais moi aussi je peux y aller là-bas en fait, sinon on a l'impression que c'est pas pour nous tout simplement. Et pour les garçons, je pense que justement c'est fort parce que si moi en tant que femme je suis bouleversée en me disant j'aurais jamais soupçonné qu'une femme dise ça, pense ça, je me dis que pour un homme ça doit être encore un chemin et un voyage encore beaucoup plus long de découvrir ces paroles, ces récits, ces histoires, ces ressentis. Donc je pense que c'est d'utilité vraiment publique parce que malheureusement on manque très souvent de communication entre les genres et ça nous permet de comprendre. Moi je sais que ça m'a apporté beaucoup de réflexion sur ces questions-là. Ouais. Et si vous n'aviez qu'une chose à évoquer en ce qui concerne Kenny Arcana, vous diriez quoi ? Moi, ce qui me touche énormément chez elle, c'est la dimension spirituelle, en fait, parce que elle est fortement dans la révolte, elle est très anticapitaliste, elle a des discours très radicaux sur la société, et en même temps, il y a des moments où elle parle de spiritualité, où elle est très touchante, où elle est beaucoup plus fragile, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche, parce que je pense que c'est aussi quelque chose auquel on n'accorde plus beaucoup de place dans notre société, et on est nombreux à grandir sans avoir aucun repère à ce niveau-là, sans avoir aucun espace, de voir des jeunes femmes comme ça qui sont à la fois très engagées, très revendicatrices, mais aussi s'autoriser ça, où on se dit, voilà, encore une fois, c'est une question d'autorisation, et où on se dit, voilà, moi aussi, c'est des choses qui me touchent et qui me remuent, et en fait, moi aussi, j'ai le droit de me fabriquer un peu, voilà, mon univers spirituel à moi, et pour moi, c'est ce qu'elle fait, parce que elle est dans aucune religion, elle se revendique d'aucun courant, mais en même temps, il y a des chansons avec des textes qui ont vraiment une portée spirituelle qui est très belle. Si vous aviez la possibilité de la rencontrer, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou vivre avec elle ? Alors, c'est drôle parce que les deux femmes que j'ai choisies, que ce soit Leonora Miano ou Kenny Arcana, c'est des femmes qui m'impressionnent beaucoup en fait. Pour Kenny Arcana, je pense que ouais, c'est peut-être sur cette dimension de spiritualité et peut-être justement, si j'avais l'occasion de vraiment parler avec elle, je pense que je parlerais du fait d'être une femme, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'elle n'évoque pas du tout dans son travail, dans ses textes. C'est toujours très humain en général, mais elle parle très très peu du fait d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui, et du coup j'aimerais beaucoup avoir son avis là-dessus. Allez, on vous la fait écouter. Mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial. Leonora Miano est une romancière et essayiste camerounaise, mais elle est aussi, et peut-être avant tout,
une conteuse passionnée d'histoire et d'art de la scène. Donne-moi Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Née en 1973, elle grandit à Douala auprès d'un père pharmacien et d'une mère professeure d'anglais. Elle rejoint ensuite la France pour étudier la littérature américaine. Enfant, elle rêve d'être danseuse de music hall, mais c'est la littérature qui la happe. Elle écrit ses premiers textes à seulement 8 ans. L'intérieur de la nuit, son premier livre, est publié en 2005 et sera suivi de plus de 20 romans et essais. Ses ouvrages reçoivent de nombreux prix, dont le prix Goncourt des lycéens 2006 pour Contours du jour qui vient et le prix Femina 2013 pour La saison de l'ombre. En 2011, elle reçoit même le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire pour l'ensemble de son œuvre. En 2021, elle publie Elles disent et L'autre langue des femmes, 2 essais qui parlent du matrimoine. Dans le deuxième, elle présente plusieurs personnalités féminines historiques ou légendaires subsahariennes. C'est seulement en 2022, quand elle se sent suffisamment reconnue et légitime, qu'elle accepte de publier Stardust, un roman écrit 20 ans auparavant. Dans ce texte, elle raconte comment elle a côtoyé, à 23 ans, la France des marges. Un épisode âpre de sa vie, au cours duquel elle a vécu dans un centre de réinsertion d'urgence à Paris, alors qu'elle était mère célibataire, sans domicile fixe ni titre de séjour. Léonora Miano est totalement inclassable. Son œuvre à la fois intime et universelle interroge l'impact de la grande histoire sur la petite, en plongeant notamment ses racines dans les blessures du colonialisme et de la domination. Alors Joyce Lam, comment avez-vous connu Léonora Miano ? Totalement par hasard. J'étais dans une librairie, je devais partir rejoindre une amie au Mexique et je cherchais un livre pour m'accompagner pendant le voyage. Et puis j'ai vu cette couverture, voilà, celle de Crépuscule du tourment avec cette femme de dos très belle. J'ai fait des études donc de littérature française pendant 5 ans et on n'a jamais eu d'auteur africain à lire alors qu'on avait 30, 40 livres à lire par an. Et du coup, en sortant de mes études, pendant des années, je n'ai lu presque que des auteurs d'origine africaine, afrodescendants ou du continent. Et j'ai vu cette couverture et ce livre m'a bouleversée, mais complètement. J'ai eu des moments où j'ai eu des larmes aux yeux, où j'ai pleuré, où j'avais vraiment besoin de faire des pauses dans la lecture. Et depuis, j'ai lu plein de... J'ai pas tout lu, mais j'ai lu beaucoup de ses romans et j'ai vraiment beaucoup aimé les univers qu'elle crée. Et qu'est-ce qui vous a touché dans ce roman ? Il y a des histoires de famille, il y a des histoires de découverte de la sexualité, il y a la mère qui est une femme battue, et de beaucoup de secrets en fait, vraiment beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Ces générations où on parlait pas, où on mourait même avec ces secrets. Et je pense que voilà, ça a fait écho à des choses en moi, de me dire je saurais jamais ça ou ça ou ça. Et là c'est un peu ça, elles essayent de détisser des choses, de comprendre des comportements les unes des autres, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça très fort parce que ça mêlait la dimension féminine, mais aussi toute la dimension africaine. Et le silence aussi dans les familles est quelque chose de très présent en Afrique où il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, dont on ne parle pas. Et voilà, ça a fait, je pense, juste des échos, ouais, à mon vécu. C'était sûrement pas du hasard, cette rencontre en librairie. Non, je pense pas que c'était du hasard, en effet. Alors, Léonora Miano, elle a inventé cette notion d'afropéanité pour décrire les personnes qui vivent entre différentes cultures, dans ce cas-là, entre la culture africaine et européenne. On imagine que cette notion vous parle. Est-ce que vous voudriez nous en parler un peu ? Oui, beaucoup. Pour ma fille, en fait, souvent, je dis elle est afropéenne parce que elle a des origines belges, burundaises, italiennes, maliennes, un peu sénégales. Donc, je vois pas comment, quand on va lui demander de quelle origine elle est, je sais pas très bien ce qu'elle va répondre. Et donc, moi, je dis toujours afropéenne. Et on est très nombreux à avoir ce métissage. Et c'est pas seulement un métissage de la peau ou des origines, parce que j'ai des amis qui sont afrodescendants et qui sont nés en Belgique, qui ont grandi en Belgique. Donc pour moi, c'est des métis vraiment au même titre que des gens qui sont moitié-moitié, parce que culturellement, ils sont
complètement dans les mêmes questionnements, les mêmes difficultés que nous on peut ressentir. À la base, chez moi, c'était vraiment un manque de me dire, je sais que j'ai des origines africaines, mais je connais rien au Burundi, je connais pas le pays, je connais pas la langue. Voilà, il y a une distance vraiment très forte qui a été faite entre les enfants métis et le continent africain. Et moi, je suis vraiment celle de la famille qui a voulu retourner, reprendre contact avec la famille, connaître le pays. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ma maman, même si elle avait beaucoup de mal avec l'Afrique et le Burundi, comme elle est très attachée à moi et que maintenant je vis là-bas, mais du coup elle est venue quand même. Et j'avais vraiment préparé ce séjour en me disant il faut que je lui montre ça et ça et ça et ça. Et voilà, à la fin du séjour, elle est venue près de moi et elle m'a dit tu m'as réconciliée avec le Burundi. Et j'ai vraiment senti comme un poids qui s'enlevait de mes épaules, de me dire ok, au moins j'ai fait ça. J'avais vraiment envie de dire aux ancêtres vous êtes témoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière parce que au final, c'est la moitié de ce qu'elle est en fait. Hein. C'est vraiment des ruptures identitaires parfois qui sont très fortes et très profondes. Et donc voilà, je pense que tous de manière différente, on vit, on ressent, on œuvre ça, et en même temps, il y a quelque chose de très commun dans nos histoires aussi. Elle dit qu'en écrivant, elle s'est sentie libre et puissante et qu'elle a eu la possibilité de dire ce qui ne pouvait être entendu. C'est le cas aussi pour vous, Joyce Lam, quand vous écrivez? Oui, c'est vraiment... c'est mon espace de liberté et où il peut pas y avoir de honte, il peut pas y avoir de gêne, il peut pas y avoir on peut vraiment se permettre de tout dire et de tout exprimer quand on écrit. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien parce qu'on est perpétuellement dans la peur du jugement des autres quand on s'exprime. Et encore plus dans les livres que dans le slam, je trouve. C'est vraiment un espace où on peut se permettre d'oublier ce jugement et de se dire, en fait, voilà, celui à qui ça plaît pas, il passe son chemin et c'est la personne qui va vibrer avec ce que je dis, elle va continuer. Donc là, on peut vraiment tout se permettre. Elle dit que finalement, les artistes sont toujours un peu en décalage et qu'elle aime bien ça, être dans ce pas de côté, elle a ce côté espiègle. Et vous? Oui, je pense, on se sent... à la fois jamais totalement à notre place et en même temps vraiment libre. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de me dire, en fait, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Si j'ai un coup de gueule à passer, je vais le passer. Si j'ai un truc à dénoncer, je vais le dénoncer. Pour moi, le fait d'écrire et d'être artiste, c'est vraiment de s'autoriser toutes les libertés, toujours avec une responsabilité. Et il y a beaucoup de gens qui me remercient d'ailleurs de ça en disant c'est des choses que je pense mais que j'aurais pas osé dire, que je peux pas me permettre d'exprimer parce que par rapport à ma famille, par rapport à plein de choses. Et du coup, ça, je sais que ça peut faire du bien à certaines personnes de voir quelqu'un oser dire les choses qu'il a à dire sans se préoccuper forcément du jugement ou de la vie de tout le monde. Ni même sans forcément toujours se préoccuper de la culture dans laquelle il a baigné. Ça nous a frappé, on l'a entendu dire que la littérature africaine, selon elle, ça n'existe pas. Qu'en fait, il n'y a que des univers d'auteurs et d'autrices qui sont porteurs de leurs propres influences. Et elle citait la sienne, par exemple, qui était principalement influencée par la littérature américaine. Ouais. Et du coup, ça vous évoque quoi? Je pense que c'est quelque chose où quand on est un peu en minorité quelque part, on a besoin de nous coller cette étiquette pour nous ranger dans une case et qui peut, comme toujours, en fait, les cases nous étouffer au bout d'un moment et dont on a besoin de se libérer. Et voilà, moi, j'ai un texte où je dis je suis ni une artiste féminine, ni une artiste urbaine, juste une artiste humaine. Et nique ton quota diversité culturelle de tout le royaume, je suis la plus belge. Donc voilà, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre d'être invité parce qu'on est d'origine étrangère, parce qu'on est une femme, pour remplir une espèce de case quelque part. On a envie d'être invité pour notre travail et puis c'est tout. Alors pour revenir sur la notion d'afropéanité, ce qu'on a beaucoup aimé quand on entendait Léonora Miano en parler, c'est qu'elle disait, moi, je me sens pas entre les cultures, je me sens au-delà des cultures. Et on trouvait ça très beau, cet espace qui donne aussi beaucoup de liberté. Ouais, tout à fait. Et je suis assez d'accord parce qu'au final, on se construit notre propre vision, notre propre culture et qui n'est ni, moi, ma culture, la culture belge, française m'a façonné en partie parce que c'est là-dedans que j'ai grandi, mais j'ai pris des distances avec beaucoup de choses. Donc, on se construit, son propre univers et qui,
à la fois, peut-être que c'est juste une plus grande ouverture où on peut comprendre, voilà, je peux comprendre des choses de la culture belge, je peux comprendre des choses de la culture burundaise, mais c'est pas forcément pour ça qu'elles sont miennes ou que je vais les revendiquer comme étant les miennes. Une chose que Daniel Laranger, qui est un théoricien littéraire, a écrite sur elle, il a qualifié son écriture de jazzy, comme si elle intégrait des rythmes impromptus et des rhapsodies qui étaient tout à fait propres au jazz. Est-ce que vous trouvez son écriture musicale ? Oui, tout à fait. Ouais. Je trouve que c'est une écriture qu'on prend plaisir à lire à voix haute, et c'est pas le cas de toutes les de tous les romans. Mais là, je pourrais en lire des pages, quoi. Et est-ce que cette façon d'écrire justement musicale, c'est quelque chose qui vous rapproche toutes les deux ? Oui, oui, je pense que même inconsciemment, c'est quelque chose que je cherche puisque c'est ma manière à moi aussi d'écrire. J'ai une phase où j'écris simplement et après, pour valider quelque chose, même s'il n'est pas destiné à la scène, j'ai besoin de le lire à voix haute et que ça sonne à voix haute pour me dire, ok, là c'est bon. Je peux arrêter de le triturer, mais il y a vraiment ce passage test où pour moi les mots doivent pouvoir être lus et avoir une musique et une sonorité avant que je les valide. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de Leonora Miano, ce serait ? Je trouve que elle dégage quelque chose de très inébranlable dans ses convictions. Et il y a des plateaux où elle s'est déjà retrouvée face à des personnes, qui ont des propos racistes ou sexistes ou des choses comme ça. Et elle a une espèce de dignité, de droiture comme ça en elle, où on sent qu'on a l'impression on peut pas la déboulonner, on peut pas la décontenancer. Et encore une fois, pour elle, je dirais vraiment l'aspect spirituel aussi, parce que c'est très très fort dans ses romans, un intérêt et un retour aussi à la spiritualité africaine. Et j'aime bien parce qu'elle fait toujours ce pont entre traditions, entre des choses qui ont été oubliées, qu'on a voulu effacer, etc. Mais vraiment tendue vers la modernité. Et elle parle beaucoup aussi d'homosexualité, de transidentité dans ses romans. Et là, elle va bien au-delà de ce qui culturellement peut être accepté ou pensé dans beaucoup de pays africains. Et ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'en Afrique, en fait, c'est comme s'il y avait eu une double dose de patriarcat. Par exemple, au Burundi, c'est une société qui était déjà patriarcale à la base, où il y avait déjà des limitations pour les femmes, mais où il y avait des espaces que les femmes pouvaient prendre, et notamment l'espace spirituel, où il y avait beaucoup de femmes qui menaient les rituels, qui menaient les cérémonies, qui étaient considérées vraiment comme des liens avec les autres dimensions, etc. Et donc après, avec le patriarcat de la colonisation européenne, les espaces d'existence et de liberté qu'elles avaient ont été supprimés, et en plus on a rajouté de nouvelles choses avec l'Église, avec le mode de pensée européen de l'époque. Et donc c'est encore plus difficile, je trouve, de pouvoir exister et se libérer et faire ce pont justement entre tradition et modernité. Ça m'évoque une chose vraiment intéressante qu'elle avait dite dans une interview, où finalement elle pensait que les univers spirituels notamment n'étaient pas si éloignés entre l'Afrique et l'Europe à l'époque, quand le druidisme était encore extrêmement présent. Et ça me fait penser à ce lien qui aurait pu être un lien sur la spiritualité et la ritualisation du quotidien. Tout à fait. Non, ça c'est vraiment quelque chose, mais en fait qu'on retrouve un peu partout, parce que en Amérique, chez les peuples autochtones, etc., il y a cette dimension de spiritualité qui est très forte et qui était souvent un espace où les femmes, avaient le droit d'exister, d'être, de pratiquer. Le sens de la chasse aux sorcières, de l'inquisition, de toutes ces choses-là qu'il y a eu, c'est vraiment priver les femmes d'une part de leur pouvoir, parce qu'il y a des choses qui sont fondamentales et qu'on retrouve vraiment pratiquement partout, que ce soit le culte des ancêtres, les choses qui sont liées à l'attachement à la terre. C'est des choses au final où, qu'elles soient européennes, amérindiennes, africaines, elles peuvent vraiment se sentir très très connectées sur ces choses-là. Et donc je pense que c'est vraiment un pouvoir qu'on peut reprendre en tant que femme, et on a une bonne époque pour le faire, je pense.
Merci beaucoup Joyce Lam de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Merci, c'était vraiment un plaisir d'échanger et surtout de pouvoir faire connaître ces femmes qui, moi, m'ont touchée, inspirée, portée. C'est assez rare au final. Souvent, la question de l'inspiration, c'est une question sur un temps de 5 à 10 minutes dans une interview et on a très peu de temps pour vraiment creuser et expliquer. Donc, c'est un plaisir vraiment de pouvoir prendre le temps de le faire. Merci, c'était très précieux d'entendre ce témoignage-là. Merci beaucoup. Merci. Et les biographies de Kenny Arcana et de Leonora Miano sont sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com. À bientôt. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.